Depuis Jay-Z et Nas, on n'avait pas vu un affrontement entre deux MC aussi palpitant. Deux MC, non pas vraiment, entre 10 MC, oui, parce que c'est quand même Drake contre 8 gars au moins, dont Kendrick Lamar. Entre fin avril et début mai, les deux rappeurs sont en train de régler leur compte. Alors, dans la vidéo précédente, on a commencé à parler un petit peu du sujet avec Push-Ups, et dans cette vidéo, on va décortiquer absolument tous les clashs qui sont sortis, on va leur donner une note, et à la fin de la vidéo, je vous dirai, selon moi, qui est-ce qui a gagné l'affrontement. Mis à part les réseaux, mis à part ce qui a été dit par les autres médias, etc., je vous dirai ce que j'en ai pensé. Yo tout le monde, ici c'est Chris Iconic et vous regardez un nouvel épisode du Lifestyle Décodeur. On est dans la partie 2 de la vidéo de Drake vs Kendrick Lamar. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager un maximum. Sans plus attendre, on y va. Après avoir leaké une première version sur les réseaux sociaux, alors sûrement pour avoir un petit peu les retours des réseaux, voir si les gens réagissent bien, et s'ils réagissent pas bien, on dira que c'est de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a d'ailleurs joué un rôle majeur dans ce clash. En voyant que les gens ont réagi de manière positive au morceau, Drake décide de sortir la version finale du clash et il donne l'exclu à Akademiks qui la joue sur son live. Alors dans cet affrontement, Akademiks a pris un tout autre niveau dans l'industrie. C'est le média le plus important aux US au niveau hip-hop. Personne ne pouvait l'ignorer. Il était vraiment au centre de tout. Il a diffusé des exclus. D'ailleurs, maintenant, c'est devenu quelque chose d'assez naturel. Et donc, il diffuse la version finale. La première chose qu'on remarque, c'est ça. Donc c'est l'intro de DJ Wookid. Alors c'est un clin d'œil à 50 Cent à l'époque de ses mixtapes, avec le DJ dans lequel il clashait notamment Fat Joe, Jadakiss, Ja Rule ou encore The Game. Alors dans ce clash-là, Drake se positionne comme 50 Cent, 1 contre 20, donc il est prêt à aller à la guerre, et donc pour ça, il se réapproprie quelques codes du rappeur du Queens. Alors, quel est l'angle d'attaque exactement de ce morceau? Déjà, la première chose, c'est de rendre les choses claires. C'est un 1 contre 8. Alors, il y a Metro Boomin, Future, Rick Ross, A$AP Rocky, The Weeknd et enfin Kendrick Lamar. Donc, ils sont 6, si je me rappelle bien. Je crois que j'ai oublié personne. Ensuite, l'idée pour Drake, c'est de dire aux gens leurs 4 vérités. C'est-à-dire que c'est lui le numéro 1 et que c'est lui qui les a fait manger et que ce sont tous des putains d'ingrats. Il dit notamment et c'est plutôt vrai, effectivement, il y a au moins 5 artistes qui ont eu leur premier numéro 1 grâce à Drake. Travis Scott avec Sicko Mode, Future avec Way Too Sexy, Wizkid avec One Dance, Kyla avec One Dance, Tems avec Wait For You et J. Cole avec First Person Shooter. Clairement, Drake, c'est un cheat code depuis très longtemps. Lorsque tu fais un featuring avec lui, tu es assuré d'avoir un hit dans le top 100 des billboards. Et c'est notamment pour ça qu'il dit à Future, je ne peux pas être ton fan numéro 1 car ton premier numéro 1, j'ai dû te le remettre entre les mains. C'est la toute première phrase qu'il dit dans Push-Ups. Alors, il faut savoir une chose, dans cette vidéo, je vais beaucoup faire les citations directement comme ça à l'oral parce que mettre les extraits avec les droits d'auteur, tout ça, je vais pas prendre trop de risques. De temps en temps, surtout sur les clashs de Kendrick parce que les droits d'auteur sont libres là-dessus. D'ailleurs, cette idée d'être le hitmaker dont ils ont tous besoin, il le dit déjà depuis très longtemps. Lorsque tu écoutes 5 AM in Toronto, il le disait déjà. Et on est en 2012 à peu près. D'ailleurs, blague à part, à cette époque-là, je le détestais vraiment pour toutes les raisons pour lesquelles les gens le détestent aujourd'hui. Il faisait trop le mec, il faisait trop le nerveux, mais bref, j'en suis revenu. Alors, il y a une autre punchline qui l'enverrait à Future, alors ce n'est pas sûr, mais je pense que c'est le cas. Il dit « Vous, bande de mauviettes, vous ne pouvez pas être booké en dehors des États-Unis. Je suis actuellement à Tokyo parce que je suis célèbre au Japon. » En anglais, ça donne « Out in Tokyo cause I'm big in Japan. I'm out in Tokyo. » Tokyo serait l'assistante de Future, d'accord? Donc elle s'appellerait Tokyo, c'est une baddie des réseaux là. Et donc il est big in Japan. Donc ce qu'il serait en train de dire, entre guillemets, c'est que potentiellement il aurait fait les bails avec Tokyo. Bref, voilà. Vous avez compris. Et d'après ce qui se dit, c'est des rumeurs, ce serait la raison pour laquelle les deux s'entendraient pas. Du moins, peut-être qu'elle aurait soufflé des choses que Drake a dit à Future,
ou vice-versa. Voilà, je pose ça là, on ne sait pas quoi en faire. Bon, maintenant que j'ai parlé de Future et des autres, parlons des attaques envers Kendrick Lamar, parce que pendant tout le morceau, c'est une constante. C'est surtout Kendrick Lamar qui en prend pour son grade. Première idée qu'il évoque, c'est que Kendrick Lamar se serait fait estorquer par Top Dawg, son ancien boss. Donc c'est le boss de TDE, Top Dawg Entertainment, qui l'aurait obligé à faire de la musique pour plaire à un public mainstream, pour ne pas dire un public de blanc. Voilà, Maroon 5, Taylor Swift. Je vous fais la version française. Chantage, bébé, toute ta carrière, tu t'es fait secouer, parce que Top t'a dit, sors et donne-moi 50 comme des pompes. Alors, en anglais, drop and give me 50, c'est ce qu'on dit à l'armée. C'est pour dire aux soldats de s'allonger au sol et de faire 50 pompes. Ça fait référence à la fameuse vidéo de Kendrick Lamar, où on le voit faire des pompes de façon très disciplinée, là, d'accord? C'est une vidéo qui avait beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, parce que Kendrick Lamar fait assez peu de vidéos sur internet et c'est l'une des rares vidéos de lui qui circulait, donc ça a fait beaucoup rire, beaucoup réagir, et en même temps c'est une vidéo très Kendrick Lamaresque, et donc Drake s'est servi de ça pour faire le refrain, donc en référence à ses pompes et en référence également à Top Dawg qui lui prendrait 50% de ses revenus sur sa musique, et ça justifierait notamment la raison pour laquelle Kendrick Lamar n'aurait pas sorti de musique pendant à peu près 5 ans, entre 2016 et 2022. Il dit aussi, tu ferais mieux de faire ce putain de spectacle dans la ville. You better do the motherfucker show inside the Beatty. Beatty, City, il a remplacé le C par le B. Bon, ça fait longtemps que vous avez suivi les cours d'Iconic, donc vous savez sûrement pourquoi. Top Dawg est un Bloods, donc City, Beatty. Point. Donc Maroon 5 a besoin d'un couplet, tu ferais mieux qu'il soit spirituel. Ensuite, nous avons besoin d'un couplet pour les Swifties. Les Swifties, c'est l'équivalent de la Beehive pour Taylor Swift. Pourquoi Kendrick Lamar se retrouverait dans cette situation-là avec Top Dawg? C'est tout simplement parce que le rappeur a été signé dans le label de Top Dawg à ses 15 ans. Donc à partir de 15 ans, Top Dawg a investi de l'argent sur lui pour le développer, et c'est seulement au début de la vingtaine, quelque chose comme 6 ou 7 ans plus tard, qu'il a commencé à rapporter de l'argent. Donc forcément, on peut se dire que Kendrick Lamar avait un deal avec Top Dawg qui n'était pas très avantageux au début de sa carrière, ce qui est normal, quoique encore 50% de tes revenus, c'est plutôt correct. Beaucoup d'artistes dans la musique, aujourd'hui encore, n'obtiennent que 8 à 9% lorsqu'ils sont signés en artiste, par exemple. Mais dans le cas de Kendrick Lamar, son deal en question serait tel quel parce que potentiellement, ça fait très longtemps qu'il travaille avec Top Dawg. Donc Drake, qui lui fait des deals à 400, 500 millions de dollars avec Universal, on te met au même niveau que moi, mais finalement, regarde ton deal. C'est un deal de merde, tu te fais escroquer, tu te fais estorquer même par ton boss. Ensuite, le deuxième grand angle d'attaque contre Kendrick Lamar, c'est de se moquer de sa taille et de son physique globalement. En fait, il dit que Kendrick Lamar est un nain, et il le dit de plusieurs manières différentes dans le morceau. Et ça, c'est juste drôle en fait. Calmez-vous les fans de Kendrick Lamar, prenez le temps de savourer les morceaux. J'ai l'impression que dans mes commentaires, déjà, la vidéo n'est même pas terminée et que les gens sont déjà en train de taper « Ouais, mais toi, t'es trop un pro Drake ». Je vous l'ai déjà dit, hein, moi, je suis surtout un pro musique. Je suis un petit peu plus pro Drake pour des raisons qui sont personnelles, mais arrêtez, ça me tue. Les gens, ils sont vraiment, prenez ça à cœur. Hein. Putain, j'espère que Kendrick Lamar vous paye à ce niveau-là. Merde. Enfin, bref. Il dit par exemple « Pips quick pipe down ». Ça veut dire « avorton, ferme-la ». Et c'est là après qu'il fait « Tu ne fais pas partie du Big Three ». Et c'est ensuite qu'il dit que SZA, Travis Scott et 21 Savage l'ont dégagé du top 3. Et justement, sur le fait qu'il soit petit, il s'en sert pour lui répondre par rapport à ce qu'il a dit dans le morceau Like That. Et dans le morceau Like That, Kendrick Lamar, c'était très physique ce qu'il disait contre Drake. En gros, il menace Drake clairement de le dépouiller. Donc 2T's, qui c'est? C'est le gars de la sécurité de Kendrick Lamar. Donc c'est ces gars qui sont chargés de gérer la partie un peu street de l'artiste. Du côté de Drake, par exemple, c'est Chubbs. Tu le vois toujours autour de Drake, c'est le chef de sa sécurité. C'est clairement lui qui gère tous les problèmes de Drake. Et Kendrick Lamar va d'ailleurs le citer dans son clash. Donc à ça, Drake va lui répondre ceci. Donc Kendrick Lamar lui dit qu'il va lui prendre ses chaînes et lui brûler les tatous. Et Drake lui dit, tu vas rien nous faire. Comment tu peux faire le gangster sachant que tu chausses du 7? Alors, en anglais, big stepping, ça peut dire big stepping, ça veut dire big stepper. C'est d'ailleurs dans le titre du dernier album de Kendrick Lamar. Big stepper, c'est le gros gangster. Mais step, ça fait aussi référence aux pieds. Taille de chaussure, t'as compris le jeu de mots.
Donc en gros, ça veut dire deux choses à la fois là. Sachant que Kendrick Lamar fait du 7 selon Drake, bon bien sûr c'est faux. L'équivalent de la taille 7 en taille française, c'est du 40. Donc c'est vachement petit pour un homme. Et donc autre phase que j'ai bien aimé dans le morceau, c'est What the fuck is this, a 20v1 nigga? What's a prince to a king? He a son nigga. Qu'est-ce qu'il voulait dire ici? En fait, c'est une réponse encore une fois à Kendrick Lamar dans Like That quand il dit que Prince a vécu plus longtemps que Michael Jackson. Sachant que Drake est très souvent comparé, entre guillemets, à Michael Jackson, pour le nombre de morceaux qu'il a mis dans le top 100 et ses records, Kendrick se positionne en Prince en disant que Prince a vécu plus longtemps que Michael Jackson. Et donc Drake lui répond en disant « Qu'est-ce qu'un prince? Un roi, c'est un enfant. » Parce que Michael Jackson, qui est considéré comme étant le roi, a plusieurs fils qui s'appellent comment? Prince. Prince comme Prince. Donc en fait, il a retourné le truc lyricalement parlant pour justement dire que c'est juste un gamin en fait. Drake, c'est pas un artiste qui ne sait pas écrire. C'est un artiste qui écrit pour d'autres artistes. Et là, dans ces morceaux-là, il sait extrêmement bien écrire au même titre que Kendrick Lamar, d'accord? Donc sortez de vos schémas, Drake ne sait pas écrire. Il est en train de vous prouver qu'il sait écrire. Donc ouvrez vos yeux et regardez les lyrics. Ah, c'est important de le dire. On me donne plus d'amour dans la ville d'où tu viens. Cette phase, elle a assez mal vieilli lorsque tu connais la fin du clash. Donc là, quand il dit ça, il fait référence à LA et à Compton. Drake a toujours dit qu'il recevait beaucoup d'amour venant de LA, notamment dans le morceau Shit, dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. C'est le fameux morceau de Future où il a été en remix, où il disait exactement la même chose. Et d'ailleurs, pendant ce clash, The Game a apporté en quelque sorte son soutien à Drake en attaquant Rick Ross une fois que tout était terminé. On n'en parlera pas ici, mais peut-être qu'on en parlera dans l'avenir si ça devient un peu plus gros, mais j'ai l'impression que Rick Ross n'a pas envie de ça avec The Game. Putain, c'est que mes MC favoris qui s'affrontent. The Game, Rick Ross. Du vrai talent, quoi. Merde. Et ensuite, il y a cette fameuse phase qui a fait rire tout le monde. Metro, shut your whole ass up and make some drums, nigga. Bon, cette phrase est devenue ultra populaire, elle a tourné énormément. Il y a eu pas mal de mèmes qui ont été faits sur cette phrase. Drake en a beaucoup joué, d'ailleurs. Suite à ça, il a payé une fanfare pour aller jouer devant Magic City. Magic City, c'est là où Metro Boomin s'est révélé, c'est à Atlanta. Donc ça, c'était assez drôle. Alors Push Ups, pour moi, c'est un morceau qui est vraiment très bon musicalement. Surtout lorsque tu es à la salle, tu es en train de faire des pompes, etc. Tu es en train de te la donner. Et justement, lorsque tu es en train de te la donner, tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'une musique, tu vois, pour te motiver. Push Ups, c'est parfait pour ça. Et tu as besoin de boire beaucoup d'eau. De l'eau qui t'hydrate et qui t'énergise. Et justement, j'ai quelque chose pour toi. Oli. Cette vidéo est sponsorisée par Oli. Alors Oli, qu'est-ce que c'est? Oli est une marque de thé glacé et de boissons énergisantes naturelles. C'est vraiment une excellente alternative pour ceux qui veulent arrêter tout ce qui est soda. Alors comment ça se présente? Ça se présente sous forme de sachet, comme vous pouvez le voir ici. Tu le consommes dans un shaker. À titre personnel, j'ai mon shaker Oli. Tu y mets ta poudre, tu as plein d'arômes différents et tu y ajoutes de l'eau. À noter que c'est sans sucre ajouté et les arômes sont également naturels. Et donc pour les sportifs, tu as la gamme Hydration. C'est une boisson isotonique, donc renforcée en magnésium, potassium et sel, idéale pour le sport en amont d'une séance, pendant ou même après pour la récupération. Et tu as aussi la gamme Énergie. Ça, c'est pour les bosseurs, ceux qui veulent rester concentrés longtemps. Tu vas avoir ta dose de caféine cristallisée qui évite un coup de boost trop puissant et court, comme pourrait le faire le café classique. J'ai pas encore essayé tous les goûts qui m'ont été envoyés, mais pour l'instant, mon goût préféré, c'est le strawberry kiwi dans la gamme Hydration. C'est en ce moment ce qu'il y a dans ma gourde lorsque je suis en train de faire du sport. Avec mon code de réduction Iconic Mag 5, obtiens 5 € de réduction sur ton pack découverte à 19,99 €. Fais-toi plaisir dès maintenant, le lien se trouve dans la description et sur le premier commentaire. On reprend. Alors maintenant, passons à la note de push-ups. Alors pour ça, je vais utiliser 3 critères simples. La musicalité, les punchlines qui va inclure la virulence, donc à quel point tu fais mal à l'adversaire dans les punchlines même. Et enfin, je vais mettre la véracité. Parce que dans un clash, c'est vrai que la véracité, ça a beaucoup d'intérêt, ça a beaucoup d'importance. Alors je mettrai 4 sur 5 sur la musicalité de Push Ups. Le morceau est très bon, il passe très bien. Les flows, l'écriture, je trouve globalement que le morceau est super lourd. Le refrain également. Ça, c'est la musicalité. Donc 4 sur 5. Ensuite, pour ce qui est des punchlines et donc de la virulence. Alors clairement, les punchlines ne sont pas très incisifs. À part dire que c'est le meilleur et que Kendrick Lamar est court de taille, il n'y a pas vraiment quelque chose de très violent
envers Kendrick ou envers Metro Boomin, tu vois. Metro Shut Your Ass Up and Make Some Drums. Bon, ok, en réalité, il en fait vraiment des drums, hein, donc c'est pas vraiment virulent en tant que tel. C'est juste un bon morceau pour moi qui passe très bien et que j'écoute même en dehors du clash et que j'écouterai bien après que ce clash soit terminé. Donc voilà, je suis plus riche que vous. Kendrick, t'es petit comme une cellule. Bon, voilà quoi, c'est bon. Donc je dirais 3 sur 5. Je mettrais quand même un 3 au lieu d'un 2 parce qu'il répond à énormément de gens sur le morceau. Franchement, c'est une prouesse et il leur répond plutôt bien. Et enfin, la véracité. Bon, clairement, il n'y a pas de reveal dans le morceau. C'est pas un morceau où on apprend des choses nouvelles sur Kendrick Lamar, sur Future, etc. On sait que Drake, c'est le numéro 1 dans les chiffres et loin devant tout le monde, hein, ça il faut le savoir quand même. Mais il n'y a pas de reveal ou quoi. Mais globalement, tout ce qu'il dit dans le morceau est vrai, à part la taille de chaussures de Kendrick Lamar. Bon, mais ça c'est qu'un détail, on sait qu'il exagère. Donc je mettrais 3 sur 5 également. Ça donne donc 10 sur 15, ok ? Et 2 heures seulement après le raz-de-marée Push-Ups, Rick Ross envoie sa diss track Champagne Moments. Un morceau typique à la Rick Ross. Ambiance mafieuse, cigare à la bouche, no Diddy. On a l'impression en fait que Rick Ross convoque Drake à son bureau en train de fumer son cigare pour lui dire ses 4 vérités avant de le fumer. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'ambiance très Ricky Rose. Rick Ross le fait passer pour un imposteur pour avoir pompé tout le style de Lil Wayne. Il dit également en quelque sorte que c'est un petit blanc de Toronto qui n'a jamais eu à se battre à la récré et qui a toujours eu un goûter de 4 heures. Il explique également qu'il est employé de maison de disques et que Ricky Rose est bien plus riche que lui. Alors ça, je suis pas sûr d'y croire, mais en tout cas, ça passe bien avec le flow et l'ambiance Ricky Rose. Mais en réalité, la vraie partie qui nous a fait rire et qu'on a retenu, c'est l'outro. Oui, c'est le moment où il arrête de rapper. Alors déjà, il explique pourquoi il clash Drake. Il explique que Drake a envoyé une mise en demeure à French Montana par rapport à un morceau qu'ils ont fait à 2. Alors, je suis pas sûr d'y croire puisque French Montana suit toujours Drake et que French ne s'est pas exprimé sur le sujet. Aussi, il s'est attaqué au fait que Drake ait fait pas mal de chirurgie esthétique. Alors déjà, il parle d'une rhinoplastie. Je suis pas sûr d'y croire, mais c'est drôle. Et l'une des blagues qui m'a fait le plus rire autour de ça, c'est le Who knows? Who knows? Donc à chaque fois qu'il y avait une question qui se posait, notamment sur les postes d'academics en rapport avec le clash, par exemple, est-ce que Drake va répondre à Rick Ross? Rick Ross commentait juste en dessous, Who knows? Knows comme un nez, ou alors knows qui peut dire qui sait. Et ensuite, il y a le fameux White Boy et le BBL Drizzy. BBL Drizzy, ça a fait rire tout le monde. Vraiment, c'était super drôle. Alors, pourquoi BBL Drizzy? Parce que Drake aurait fait une liposuction au niveau des abdos. Donc, il aurait fait enlever la graisse au niveau de ses poignées d'amour, etc. pour que ça ressorte plus. BBL Drizzy called his mommy on me. White boy, BBL Drizzy, I got a question. Alors, clairement, le clash de Rick Ross commence avec le morceau, mais en réalité, c'est dans l'outro qu'il fait réellement mal et ensuite sur les réseaux sociaux. Cette manière de clasher sur les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qu'il a appris en s'embrouillant avec 50 Cent pendant des années. Il a vraiment maîtrisé cet art-là, donc il fait pas mal de vidéos où il s'adresse directement à Drake et ces vidéos sont ultra drôles. Bon, Rick Ross est déjà drôle de base, hein. Alors lorsqu'il doit charrier quelqu'un, et en particulier Drake, où il y a matière à charrier, il s'est éclaté et nous aussi. D'ailleurs, à noter qu'il fait à chaque fois de la promo pour Bel Air. À chaque attaque, il fait toujours en sorte d'avoir une bouteille Bel Air à la main, histoire qu'on se rappelle qu'il vend un produit, tu vois. Ça n'a aucun rapport avec Drake, mais c'est pas grave, il faut vendre du Bel Air. Faut pas oublier son objectif, c'est de bicrave. On est des capitalistes ici. Bon, en ce qui concerne Kendrick Lamar, eh ben, on a eu un silence radio pendant une belle période. Une semaine passe, rien. Et dans cette période d'une semaine, Drake troll en postant la photo de son manager Anthony. Alors là, tu peux te poser la question, pourquoi il ne poste pas une photo de Kendrick Lamar? Alors, je vais vous faire une confidence. J'ai un ami qui est pote avec ce fameux Anthony, manager de Kendrick Lamar. En fait, il a été manager de
Nas. Ensuite, il a été manager, je crois, de Future, puis de Kendrick Lamar, et maintenant, il gère Future et Kendrick Lamar. Et donc, ce Anthony en question, en plus d'être manager de Kendrick Lamar, était pote avec Drake. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans l'une des stories, tu as une photo de Anthony avec des sacs entiers de vêtements OVO, parce qu'il était pote avec Drake avant ça. Et ce Anthony-là déteste la lumière. Il aime pas l'exposition, il veut rester l'homme de l'ombre, d'accord? Son compte Instagram, il y a quelque chose comme 400 abonnés, 400 personnes qui le suivent. Donc c'est vraiment très peu, il aime pas l'exposition. Et le fait comme ça de l'exposer en story, c'est une manière, d'après ce que je sais, d'après ce qui a été dit, de lui donner de la célébrité, chose qu'il déteste. Et deuxième chose, d'après Drake, et on l'a vu après dans le morceau Family Matters, on va en parler, il le cite, il dit Anthony, set up the place. Donc d'après Drake, ce Anthony en question aurait été l'une des raisons pour laquelle ils ont tous clashé Drake. C'est-à-dire que le Anthony connaît Drake, le Anthony connaît bien Future, Kendrick Lamar, et les deux se retrouvent dans l'album de Metro Boomin à clasher Drake. Donc déjà là, apparemment, l'embrouille c'est aussi avec ce gars-là. Ce Anthony-là est l'une des personnalités centrales de cette embrouille. Donc c'est pour ça que Drake l'a mis en story. Et donc, voyant que Kendrick Lamar ne réagit pas, Drake décide de troller encore un peu plus Kendrick en sortant le morceau Tailor-Made Freestyle. Alors, je parle de morceau, mais réellement, c'est du troll. Il reprend la voix de Tupac et de Snoop Dogg en intelligence artificielle, avec un type beat à la Dr. Dre, où il troll donc complètement Kendrick Lamar. Il n'est pas réellement en train de clasher le rappeur, il est plutôt en train de dire, en reprenant la voix de Tupac, Kendrick Lamar, viens nous sauver! Snoop Dogg, pareil, hein, c'est je t'ai donné la torche pour que tu représentes la West Coast. Bon voilà, c'était clairement du troll. What the fuck you really got to do? We passed you the torch at the House of Blues and Petite chose à noter, le Taylor de Tailor-Made, il n'est pas écrit comme Tailor-Made, le vrai sens en anglais, qui veut dire donc sur mesure. Donc littéralement, le titre ce serait improvisation sur mesure ou freestyle sur mesure. Là, le Y du Taylor, c'est le Taylor de Taylor Swift, parce que normalement, c'est un I à la place du Y. Mais là, en mettant le Y, c'est pour nous rappeler que Kendrick Lamar, c'est un rappeur qui fait des morceaux pour Taylor Swift, qu'il est à la botte de Top Dogg, donc c'est pour ça qu'il a choisi de l'écrire de cette manière-là. Clairement, à partir de là, le Drizzy Drake a clairement pris la confiance avec Kendrick Lamar. En même temps, Kendrick Lamar lui a laissé l'occasion de le faire, étant donné qu'il n'avait pas répondu. Alors, clairement, moi, dans cette période-là, j'attendais une réponse rapide de Kendrick Lamar, parce que c'est vrai que la rapidité de réponse compte dans un clash, ok? Par contre, Kendrick Lamar a compris une chose durant ces dernières années, ça c'est mon avis, c'est que de toute façon, les gens vont se préoccuper de sa musique lorsqu'il va drop. Donc, à mon avis, ce qu'il a fait dans cette période-là, c'est de se poser et de réfléchir et d'élaborer une stratégie. Et je pense qu'il a enregistré un tas de morceaux dans cette période-là, il a gardé certains morceaux stratégiques, et lorsqu'il a décidé d'aller à la guerre, il savait que Drake allait tout de suite répondre, et que lui, de son côté, il sera en mesure de pouvoir riposter. Donc il a très bien fait finalement. Les pros Kendrick Lamar qui disaient oui mais 3 semaines parce que Drake, 3 semaines, non. Il s'en bat les couilles Kendrick. Il a le temps, il aurait pu le répondre en une journée. C'est juste que Kendrick est smart. Il s'est dit je vais me poser et je vais mettre en place une stratégie parce que les clashs des années 90 et les clashs de 2024 c'est pas les mêmes. Et pourtant on sait que Kendrick Lamar n'attendait que ça de rentrer en guerre avec Drake. Des gens disent que ça faisait 5 ans qu'il s'était assis sur des morceaux, sur des diss tracks contre Drake. Il n'attendait que ce moment-là, en fait. D'ailleurs, rappelez-vous ce qu'il a dit lors de son retour dans le single de Baby Kim, avec sa démarche cadencée, là, comme un militaire, là. D'ailleurs, Academics, il a pas kiffé ça. What top 5 you smoking on, Kendrick? Cause my top 5 is Drake, 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 Drake. Et donc clairement, cette période de silence, on a pris confiance, et moi je réécoutais le morceau de Drake avec cette phase à la fin où il dit ouais, tu dois être dans cet appartement à New York en train de chercher des phases complexes. C'était grave drôle. I know you in that NY apartment, you struggling right now, I know it. In a notepad doing lyrical gymnastics, my boy. You better have a motherfucking quintuple entendre on that shit. Après à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines, on était tous désespérés. On s'est dit, bon, la réponse de Kendrick ne va pas arriver tout de suite. C'est sûr qu'il va lui répondre dans le cadre d'un album. On parlait déjà d'album en mai, etc. On s'est dit, bon, il répondra en mai, on verra. Et moi, je m'étais dit, bon, bah, je vais faire ma vidéo sur le Kendrick Lamar vs Drake. Ok, je vais la faire. Et au moment où je suis en train d'enregistrer la vidéo, c'est-à-dire le 30 avril, le jour du suicide du petit moustachu, Kendrick Lamar débute les vraies hostilités. Il sort le morceau Euphoria.
Et l'une des phases que j'ai beaucoup aimé dans l'intro, c'est qu'il dit « Je n'ai pas peur de la faucheuse, je récolte les graines que j'ai semées. » Même en français, il y a un jeu de mots. Faucheuse, on sait ce que c'est. Les graines que j'ai semées, la faucheuse, vous avez compris. Autrement dit, non, Kendrick Lamar n'a pas peur de Drake, mais en plus de ça, il assume pleinement les conséquences de ses actes. Ain't thinking about no reaper, nigga, I'm reaping what I sow, okay. Got a Benjamin and a Jackson all in my house, like I'm Joe, okay. Donc le titre s'appelle Euphoria. C'est en référence à la série Euphoria que Drake coproduit. Et c'est aussi en lien avec l'enfance, les enfants. On va en reparler un petit peu plus tard. Alors dans ce morceau, Kendrick Lamar, il va crescendo. Il place le décor avec des gentils jabs pendant un bon petit moment dans le morceau. J'ai retenu quelques phrases intéressantes qu'on va décortiquer ici. La première, c'est « Tu n'es pas un artiste rap, tu es un arnaqueur qui espère être accepté. Tommy Hilfiger s'est démarqué, mais Fubu n'a jamais fait partie de ta collection. » Donc ça, c'est vraiment au tout début, lorsque l'instru n'a pas commencé. Alors Tommy Hilfiger, c'est une marque très connue que vous connaissez probablement. Dans les années 90, la marque a développé une section plus streetwear hip-hop et il y avait beaucoup d'artistes rap et R&B qui portaient du Tommy Hilfiger dans cette période-là. Je pense notamment à Aaliyah ou encore au Destiny Child. Et donc la marque était populaire pour ça et dans cette même période, il a commencé à y avoir des rumeurs autour du fait que le fondateur de Tommy Hilfiger serait raciste et qu'il n'aimerait pas que les Noirs portent ses vêtements, ce qui était complètement faux. Il est même allé dans le show de Oprah pour démentir ces rumeurs. Mais bon, le mal était fait. Mais voilà, tout ça pour dire que Tommy Hilfiger, c'est pas une marque qui de base est hip-hop, mais elle a développé, on va dire, une section, une gamme de produits hip-hop. Et de l'autre côté, il dit, Fubu n'a jamais fait partie de ta collection. Fubu, c'est une marque streetwear hip-hop qui s'est créée dans les années 90 et qui, pour le coup, a été fait par 4 jeunes noirs new-yorkais. La marque veut dire For Us, By Us. Pour nous, par nous, les gens des communautés hip-hop des quartiers pauvres, pas des noirs. Damon Jones l'a dit, hein, c'était surtout pour rassembler les gens de la communauté hip-hop et des quartiers difficiles. Donc ça inclut les latinos, les blancs, les asiates, bref. Et donc c'est une marque qui tire ses racines de la culture hip-hop et en quelque sorte il est en train de dire que Fubu n'a jamais fait partie de sa collection, pas au sens littéral du terme, puisque Drake portait du Fubu, c'est plutôt pour dire que Drake n'est pas authentique. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu aisé blanc, on va dire. En tout cas, c'est ce que Kendrick Lamar veut dire en quelque sorte. Et il s'est adapté à la demande et donc il fait du hip-hop. En gros, c'est ça. Ensuite, il dit « Je calcule que tu n'es pas si calculateur, je peux même prédire ton angle. » Il entend par là son angle d'attaque. Drake a la réputation d'être un rappeur très calculateur au vu de ce qu'il a fait à Meek Mill ou bien la manière dont il gère sa carrière en général. Mais pour Kendrick Lamar, il n'est pas si calculé que ça et il va nous le prouver. Et lorsque le morceau commence, il dit une phrase intéressante, notamment « Quelqu'un m'a dit que tu as une bague, sur Dieu, je suis prêt à doubler le prix. Je préfère faire ça que de laisser un Canadien faire que Tupac se retourne dans sa tombe. » Il parle bien sûr ici de la fameuse bague de Tupac à $1 million que Drake s'est offert l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Il prend également la défense de Pharrell. Et là, je vais commencer à vous mettre un peu des extraits parce que c'est libre de droit. I don't like you popping shit at Pharrell. For him, I inherit the beef. Yeah, fuck all that pushing P. Let me see you push a T. Il fait donc référence à ce que Drake a dit dans le morceau Meltdown avec Travis Scott. I melt down the chains that I bought from your boss. Give a fuck about all of that heritage shit. Since we not around, the members done hung up the Louis, they not even wearing that shit. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour décrypter tous les messages entre guillemets cachés de cet album-là. Je t'invite à aller voir. Arrête de casser les couilles à P. J'aimerais te voir casser les couilles à T. Bon, en français, vous comprenez pas, mais en anglais, ça donne push a T. Let me see you push a T. Push a T. T, Terence Levar Thornton, alias Pusha T. Donc voilà pour les petits jeux de mots. Et très honnêtement, lorsque j'ai écouté le morceau pour la première fois, je me suis dit, ouais, il est pas aussi virulent que dans Like That, ou même dans le morceau avec Baby Kim, ou encore dans Control. Il est beaucoup plus posé et il a pris un angle complètement différent de ce qu'il a fait au préalable. Et la diss track réellement envers Drake commence, je dirais, selon moi, à partir de 2 minutes 20. Alors, comme je l'ai dit, hein, l'angle qu'il a choisi dans ce morceau, c'est pas du tout celui auquel je m'attendais. Il a en quelque sorte choisi un angle qui en réalité était beaucoup plus fédérateur. Il a en gros synthétisé toutes les raisons pour lesquelles les gens détestent Drake pendant tant d'années. Et c'est ça qu'on va voir ici. Alors, le fait qu'il déteste Drake, c'est à tort ou à raison. Mais au moins, il a réussi à le faire. On en parle. La première chose, c'est son problème d'authenticité et son côté
culture vulture, donc vautour de la culture. Tu ne fais pas partie de cette culture, entre guillemets, mais tu viens comme un vautour pour récupérer ce dont tu as besoin pour être lit et pour faire un maximum d'argent. En gros, c'est ça qu'il veut dire. Et cette authenticité, il va la questionner aussi bien au niveau musical, ce que je viens de décrire, qu'au niveau physique. How many more fairy tale stories about your life till we had enough? How many more black features till you finally feel that you're black enough? Alors, il fait référence au fait que Drake ait fait des tresses, qu'il se soit tatoué et qu'il s'habille streetwear. Il y a très longtemps, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le parcours de Drake en détail. La vidéo est un peu vieille, donc j'aime pas trop sortir mes vieilles vidéos, mais elle était très bien. Donc pour comprendre Drake et son parcours, je vous invite à aller la voir. Le lien apparaît juste là. Mais en gros, pour ceux qui n'iront pas voir la vidéo, Drake a grandi avec une mère juive dans un quartier pavillonnaire de classe moyenne de Toronto. Son père, lui, est de Memphis. Il n'a pas grandi avec lui, mais il lui rendra visite les étés à Memphis. D'ailleurs, son père fera de la prison, donc il l'appellera depuis la prison, etc., etc. Mais il a grandi surtout avec sa maman, qui était malade pendant toute son enfance, et lui, en tant qu'enfant acteur, il faisait en quelque sorte bouillir la marmite. Et justement, le fait qu'il ait grandi à Toronto dans un quartier pavillonnaire blanc, c'est la raison pour laquelle les gens disent que Drake ne ferait pas partie de la culture. Je vous dis tel quel, hein, c'est vraiment ça. Il n'a pas grandi dans le Banks à Compton comme un Kendrick Lamar, ce qui est vrai. I even hate when you say the word nigga, but that's just me, I guess. Some shit just cringe-worthy, ain't even gotta be deep, I guess. Pour lui, il est tellement décalé de la culture noire hip-hop américaine que le fait d'entendre quelqu'un comme Drake dire le mot N-word, eh ben, il dit il est même pas à l'aise avec ça en fait. Ce qui est quand même chaud. Let your core audience stomach that, then tell them where you get your abs from. V12 is a fast one. Ensuite, il dit, et j'aime beaucoup cette phrase, comment il la sort, un tir dans la tête pour l'année, tu ferais mieux de te balader comme Daft Punk. Alors, Rick Ross l'a dit un peu plus tôt, donc Drake aurait fait de la chirurgie esthétique, notamment au niveau des abdos, donc de la liposuction, etc. D'où le blaze BBL Drizzy. Donc il fait un jeu de mots intéressant en disant stomach that, donc prends ça dans l'estomac. V12, c'est la machine qui te permet de faire cette liposuction, et il parle des abdos. Donc voilà quelques phases directement liées au physique et à l'identité de Drake. Aussi, il dit une phrase qui a marqué pas mal de monde, dont moi. Donc ici, bien entendu, il fait référence aux femmes que Drake fréquente, beaucoup de IG models, des stripteaseuses, etc. Ces dernières années, on a pu voir sur les réseaux le type de femme avec qui Drake a une relation, en dehors des célébrités, par exemple Rihanna. Et en disant ça, en fait, Kendrick Lamar, à mon avis, ça a été une manière pour lui d'avoir toutes les femmes, entre guillemets, du quotidien qui n'aiment pas Drake de son côté. Il sait très bien que ce genre d'IG models, en général, ne sont pas forcément appréciés par la masse, à tort ou à raison. Moi, je pense qu'il y a clairement des raisons valables de ne pas forcément apprécier pour l'image qu'elle renvoie, etc. Le côté objectification de la femme, enfin, toutes ces choses-là, je peux comprendre. Donc, Kendrick a conscience de ça et il se sert de ces codes-là en disant « Écoutez les femmes, je suis de votre côté, les vraies femmes. » Et regardez Drake, en plus du fait que lui soit faux, les femmes qui fréquentent le sont également. Kendrick l'exploite depuis très longtemps dans sa carrière. Lorsque vous écoutez notamment le morceau Humble, il dit ceci. Ensuite, l'une de mes phases favorites du morceau, la phase sur Sexy Red. Je sais pas, elle m'a fumé cette phase. Two bad bitches. Donc là, bien sûr, il fait référence à sa relation avec Sexy Red. Il l'a invité dans l'un de ses plus gros hits de son album Rich Baby Daddy. Il a aussi figuré dans son clip Get It Sexy en tant que figurant, ce qui est très rare. Une star de la stature de Drake qui figure juste dans le clip d'une artiste qui vient à peine de connaître le succès. Tu vois, le succès de Sexy Red, c'est l'été dernier. Et l'un des rebuttals, des rebonds en français, je crois que c'est rebond, que j'ai le plus apprécié dans le morceau, c'est cette phase. Ce n'est pas un 1 contre 20, mais 20 contre 1 si je dois gifler les mecs qui écrivent avec toi. Drake dit dans ce morceau « What the fuck is this is 20V1 nigga ?» Et à ça, Kendrick Lamar lui répond « Donc ceci ». Et bien sûr, il y a le fameux refrain. Je sais pas si on peut parler de refrain, mais c'est la phase qui revient le plus dans le morceau. Ça fait référence à DMX au Breakfast Club en 2010 ou 2011, quelque chose comme ça. DMX était invité au Breakfast Club et il a dit qu'il détestait tout de Drake. I don't like anything about Drake. Mom, I don't like his voice. I don't like what he talks about. I don't be trying to tell his face. I don't like the way he walks, like nothing. Bon, un peu plus tard, ils se sont réconciliés et il a d'ailleurs samplé DMX dans Views. Alors, suite à la sortie d'Euphoria,
clairement, les gens étaient divisés. Alors, il y avait quand même un avantage pour Euphoria, mais beaucoup de gens ont quand même préféré Push Ups. Il y a eu pas mal de commentateurs qui ont préféré Push Ups. Who's winning the battle to you right now? Drake is definitely winning from an MC standpoint. You know, it took a while for us to get the record from Kendrick, and when you wait a while, it gotta be like out of this world. I think Drake is winning. Euphoria didn't really move me. Because you know why I'm expecting lyrics from Kendrick Lamar. It isn't like I'm not saying he's a lyricist, so you're expecting certain things. And song was kind of long, took too long to came out. And I'm not saying it's bad. I'm just, if you ask me, it was a good record. Alors, quelle note je mettrais moi personnellement à Euphoria? Alors, très clairement au niveau de la musicalité. Au début, lorsque je l'ai écouté, j'étais tellement en train d'attendre les punchlines contre Drake que j'ai fait un peu abstraction, on va dire, de la partie musicale. Mais à force de réécouter, je dois dire que musicalement parlant, je parle bien de musicalement parlant. Moi, je suis un fan de Kendrick, hein, les gars. Vous êtes là, trop fan de Drake dans les commentaires. Ouais, Kendrick Lamar, il a tué Drake, t'as le seum. Les gars, je saigne Kendrick Lamar depuis 2011. Kendrick Lamar a sorti un morceau qui s'appelle The Earth Part 3. D'accord? À ce moment-là, j'habitais à Saint-Denis, j'avais pas un rond, j'avais un stage de merde, d'accord? J'arrivais même pas à payer mon loyer. Je vivais dans un appartement vide et j'écoutais ce morceau en boucle et il me donnait de la force. D'ailleurs, allez l'écouter, ceux qui sont en train de vivre des moments compliqués, qui sont motivés, qui ont envie de réussir dans la vie, écoutez ce morceau, il m'a grave motivé. C'est le morceau qu'il a sorti juste avant Good Kid, Mad City. Ce morceau-là, c'est l'un de mes morceaux favoris. Kendrick Lamar, clairement, il m'a accompagné dans ma vie. Donc quand les gens viennent dans mes commentaires, Kendrick, vous écoutez pas Kendrick. La plupart d'entre vous, vous écoutez pas Kendrick, vous avez juste le seum de Drake. Mais on va en reparler, d'accord? Je suis un fan de Kendrick. C'est juste que je suis un peu plus fan de Drake. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Bref. Donc, musicalement parlant, je suis très fan de ce qu'il fait. Donc, j'ai beaucoup aimé. Et je trouve que le morceau a une replay value de dingue. Et d'ailleurs, les gens ont dit que c'était pas un morceau qui était très club. Je suis pas d'accord. La première partie du morceau, là, avec l'instru trap et tout, le morceau est clairement club. Tu le mets en club, ça tourne. Le morceau est très bon. En fait, la force de Kendrick Lamar à jouer de sa voix comme un ODB ou un Eminem, créer des personnages, ça c'est quelque chose de vraiment très unique et j'aime beaucoup. Musicalement parlant, clairement, je lui mets un bon 4 sur 5. Ensuite, pour ce qui est des punchlines et de la virulence. Alors très clairement, je l'ai dit d'ailleurs dans mon TikTok, parce que j'ai réagi à tous ces clashs directement sur TikTok. Clairement, je trouve que ça manque de virulence, tu vois. Pendant 2 minutes 20, il attaque pas directement avec virulence Drake, il dit des choses, il construit le décor, d'accord. Il dit petites choses ici et là, tu es une escroquerie, Fubu n'a jamais fait partie de ta collection, mais il n'y a rien de très fort avant 2 minutes 20 à peu près, donc je trouve que c'est assez léger. Ensuite, globalement, pour ce qui est du morceau, j'aime pas l'approche moralisatrice, c'est-à-dire que Kendrick Lamar explique que Drake a un style de vie nocif et qu'il est mauvais pour la culture, mais il fait un featuring avec Future. Je peux pas te prendre au sérieux, tu vois, dans ce côté un peu moralisateur. Les filles avec qui tu sors, elles sont mauvaises. Toi-même, tu essaies de surreprésenter qui tu es. Enfin, je peux pas te prendre au sérieux avec ce genre de phase-là. On parle du hip-hop, on parle du rap, on parle des rappeurs. Il y a que de l'excès dans cette culture, donc... Voilà, comme ça c'est clair. Et le troisième truc que j'ai pas apprécié, qui marche dans le cadre quand même du clash, c'est le côté identitaire de Drake. C'est-à-dire que tu es tellement dans un combat identitaire et tu as tellement de mal à te trouver que j'ai du mal à t'entendre dire le mot N-word, tu vois. Et même à la fin du morceau, il dit on n'a plus envie de t'entendre dire le mot N-word. Bon, j'ai pas trouvé ça très puissant, sachant que beaucoup de gens ont réagi comme moi, je l'ai vu, en disant mais de toute façon il est métis, donc bon, peu importe. Tout ça pour dire que j'ai pas aimé cette phase-là, j'ai pas aimé cette approche-là, en tout cas la manière dont il l'a traité. La partie Fubu, j'ai pas de problème, mais la partie tu peux pas dire le mot Renoir, j'ai pas du tout apprécié. Tu fais pas partie de la culture, je suis pas d'accord, simplement, et je vais vous dire pourquoi. Ça fait maintenant 15 ans que Drake est dans le game. Certes, il n'a pas grandi directement à la source de cette culture, d'accord ? Tu vois, New York, c'est la source de cette culture. Punch, l'ancien boss de Kendrick Lamar, disait que la côte Est, c'est la culture hip-hop et la côte ouest, c'est la culture gang, ok? Donc voilà, et lui, il a grandi à Toronto, donc en quelque sorte, il n'a pas grandi directement dans cette culture, il a grandi dans un quartier classe moyenne blanche, d'accord, très bien. Mais la contribution de Drake sur une quinzaine d'années et la manière dont il a été au contact de ces artistes, de ces villes, la manière dont effectivement il a fait beaucoup d'argent en faisant des featuring, mais le nombre d'artistes qui ont eu leur numéro 1, le nombre d'artistes qui ont pu s'élever de cette culture-là, je trouve que ce n'est vraiment pas valide. Voilà, ça c'est mon avis. Mais dans le cadre du clash, c'est un angle, il n'y a pas de problème. Donc, le côté punchline et virulence de ce morceau, je mettrais à titre personnel 2 sur 5.
Ensuite, pour ce qui est de la véracité des propos du morceau Euphoria, il n'y a pas vraiment de reveal, étant donné qu'on savait à peu près tout. Et toutes les punchlines, c'est des choses que Rick Ross avait déjà plus ou moins exploitées dans Champagne Moments. Alors, pour moi, c'est pas un problème qu'il réutilise les mêmes arguments, c'est juste la manière dont tu vas les exposer qui est réellement intéressant. Et on peut dire que c'est plutôt intéressant la manière dont il a fait les choses sur le morceau. Il n'a pas menti, il a juste donné son avis sur certaines choses au sujet de Drake. Donc je mettrais 3 sur 5. Donc globalement, le morceau pour moi, Euphoria, sachant en plus qu'il a mis 3 semaines à sortir. S'il avait sorti Euphoria la même semaine que Push Ups, j'aurais mis au moins Euphoria à égalité. Au moins. Mais le fait aussi qu'ils mettent beaucoup de temps, c'est 9 sur 15 pour Euphoria, d'accord? Donc à partir de là, c'est le début des hostilités, clairement. La phase d'après, le deuxième round, c'est là où les choses vont se décider. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe du côté de Drake? Le gars est invité à monter sur scène avec son ami de longue date, Nicki Minaj. Et d'ailleurs, Drake, c'est clair, hein, même s'il est en train de performer, il a décidé qu'il allait te répondre et il te répond. S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas reprocher au rappeur, c'est de répondre à tout le monde. Et voici ce qu'il dit à la fin de sa performance. Et avant que Drake sorte sa réponse, Kendrick Lamar en rajoute une couche avec le morceau 6 AM in LA le vendredi 3 mai. Alors ce morceau, c'est pas vraiment un clash, encore une fois, c'est un morceau que je dirais d'entre-clash, un peu comme Taylor Made Freestyle, mais il est quand même beaucoup mieux que Taylor Made Freestyle. Ces deux morceaux-là, je vais pas les juger ou les noter, il n'y a pas d'intérêt, je pense. Mais le morceau 6 AM est vraiment bon, selon moi, parce que c'est le type de morceau que j'apprécie le plus chez Kendrick Lamar. Bon, j'abuse le plus peut-être pas, mais c'est un style de morceau que j'ai beaucoup apprécié de Kendrick Lamar. Tu vois par exemple le morceau The Earth Part 5, qui est littéralement l'un des meilleurs morceaux sortis en 2022, si ce n'est le meilleur de tête pour moi. Tu as également les morceaux qui étaient dans To Pimp a Butterfly, où il va rapper comme ça sur des morceaux qui sont un peu funk ou soul. Donc là, en l'occurrence, sur 6 AM in LA, c'est plutôt un morceau soul. Et Kendrick Lamar, il performe vraiment bien dessus. Enfin, j'aime beaucoup. Alors, 6 AM in LA, tu l'as compris, ça fait référence au concept de AM PM de Drake. C'est des morceaux qu'il a l'habitude de sortir assez régulièrement. C'est le type de morceau où Drake va être très introspectif, où il va parler de sa situation, ce qu'il ressent. C'est typiquement le genre de morceau où Drake va vraiment performer lyricalement. Déjà, il performe toujours lyricalement, Drake, mais particulièrement dans ce type de morceau. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce morceau-là, en coproduction, tu as un certain Jacques Antonoff. Et ce dernier serait l'un des producteurs de Taylor Swift. Donc c'est une manière de répondre à Taylor Made Freestyle. Donc c'est très intéressant et très malin de la part de Kendrick Lamar. D'ailleurs, dans les morceaux de Kendrick ou de Drake, il y a beaucoup de double, triple sens. Des fois, effectivement, comme vous pouvez le voir ici, je les évoque, mais le but, c'est pas de tous les sortir, parce que pour moi, c'est pas ça qui va faire que tu as fait le meilleur clash. Mais c'est intéressant en termes d'écriture, en termes de talent, de prouesse, on va dire. Alors, le 6 AM in LA, à quoi il sert ce morceau? En fait, c'est un morceau qui va disséquer l'état d'esprit de Drake à cet instant précis, à l'instant où il a sorti le morceau. Are you finally ready to play? Have you ever, let's see, have you ever thought that OVO is working for me? You must be a terrible person. Everyone inside your team is whispering that you deserve it. Le but, c'est de déstabiliser Drake en lui disant autour de toi, tu as une taupe, tu as quelqu'un qui travaille pour moi. Tu penses avoir un entourage solide, détrompe-toi. Tu vas bientôt mourir et c'est quelqu'un autour de toi qui va te poignarder. Sous mes ordres. C'est ça en fait. If you were street smart, then you would have caught that your entourage is only to hustle you. 100 niggas that you got on salary. And 20 of them want you as a casualty, and one of them is actually next to you. Sachant que Drake, en fait, s'est toujours vanté d'avoir une équipe très soudée. Il le dit souvent dans ses morceaux, et notamment dans celui-ci. I wonder what it could have been if I had snakes in the mix. Actually, I never want to know, cause we made it like this. Et d'ailleurs, en parlant de morceaux soul, jazzy, dans la période où Drake a sorti le morceau Push Ups, j'ai reçu de la visite chez moi. C'était une très bonne amie qui est sur le point de se marier, qui est venue avec son mari. C'est un Renoir Loxé, dans le délire spirituel, etc. Très instruit, quelqu'un de très intelligent, très posé, qui joue plusieurs instruments, fan de jazz, etc. Donc il était à la maison avec moi, on était posés, et il y avait personne à un moment donné, il y avait juste lui et moi. Je lui ai fait un petit déj, il était content. Vous savez, en France, on mange vraiment bien, donc les étrangers, dès qu'ils viennent, ils sont débordés, parce que là-bas, ils savent pas manger au Canada. C'est la vérité, les gars, je vous adore, les Canadiens. Toute ma famille, quasiment, est là-bas. Je vous adore, mais il faut dire la vérité, vous savez pas grailler. Et on parlait, tout ça, on était sur des discussions profondes sur, je sais pas moi, la religion, le spirituel, etc. Et tout doucement, on a dévié vers
vers la musique, il m'a dit qu'il aimait jazz, etc. Moi, je vois sa tête avec ses locks, ses lunettes comme ça, là, cette tête-là un peu d'un télo. Moi, je sais déjà dans quel camp il est, en fait, tu vois, mais je dis rien. Mais à un moment donné, on est posé, on se regarde comme ça, on parle de musique et tout, et on commence à s'approcher de l'actualité. Et quand tu parles d'actualité musicale dans cette période-là, impossible de ne pas parler du clash Drake-Kendrick Lamar, sachant que je travaille dans ce milieu-là, il sait ce que je fais. Donc on se regarde, posé, il y a un moment de silence, il me regarde, je le regarde, il me regarde. Et là, je lui pose la question, sans contexte. Who you got? Qui est-ce que tu penses qui va gagner? J'ai pas besoin de lui en dire plus, t'as capté, il a capté ce que je voulais dire. Moi, j'ai vu sa dégaine, j'ai su direct de quel côté il était, tu vois ce que je veux dire? Il me regarde, il fait... Yo, Kendrick, il fait « Oh, man !» Parce que, effectivement, bon, voilà, tu vois, il a une tête à être fan de Kendrick. Les fans de Kendrick, tu les vois direct. Et moi, je suis cerné dans mon entourage par des fans de Kendrick. Avec ta tête, Marc. Yeah, donc, le jour d'après, ou la nuit qui a suivi la sortie de 6 AM in LA, Drake sort Family Matters. On est en pleine nuit, moi je me réveille pour aller me faire un thé, hein, c'était un peu débordé. Bam, je vois le morceau. Oh là là, laisse tomber. À partir de là, il n'y aura plus de limite dans le clash. Ta mère, ta grand-mère, tes enfants, ça y est, tout le monde y passe. Okay, là, ça y est, c'est fini. C'est l'heure des révélations. Ils aiment révéler ces deux rappeurs apparemment, mais on va voir. Alors... Petite nouveauté, pour ce clash, Drake va faire le choix de l'animer en vidéo. Alors dès les premières images, on le voit avec la légendaire chaîne G-Unit, qui est la fameuse chaîne que le rappeur de South Jamaica Queens portait à son prime lorsqu'il était en bif avec tout le rap game. Donc Drake continue à jouer sur cette référence pour dire qu'il est seul contre tous, mais qu'il va sortir de là triomphant. Ensuite, on voit un van en direction de la casse, en référence à la Dodge Caravan de 96 de la pochette de Good Kid, Mad City. C'est notamment dans cette voiture qu'il lui arrive toutes les dingueries qu'il raconte dans ce fameux album, qui est un véritable classique, qui m'a marqué, qui est l'un des meilleurs albums rap que j'ai pu écouter. On va revenir sur le clip, mais parlons un petit peu de la musique. Alors la musique est découpée en 3 parties. Donc clairement, on comprend qu'il a enregistré tous ses morceaux un petit peu ici et là, et qu'il a un petit peu rapiécé le morceau. Donc la première partie, il commence par le N-word. Donc on peut constater qu'il répond au morceau Euphoria, d'accord? L'instru du morceau, du moins de la première partie du morceau, c'est celle qu'il a teasée à la fin du morceau Push-Ups. Donc en quelque sorte, il avait tout calculé. Et quel est l'angle d'attaque de ce morceau? En gros, sur ce morceau, Drake veut montrer que Kendrick Lamar est une fausse idole. Tout ce qu'il propose n'est qu'une façade et en réalité, il n'est pas mieux que lui, voire même pire. Tu n'es ni quelqu'un qui a vécu dans la street de Compton. C'est d'ailleurs pour ça qu'au début du morceau qu'il dit « Tu sais qui représente vraiment un set? Mon Renoir Wadji. Tu sais qui représente vraiment un set? Mon Renoir Chuck T, qui est donc The Game. Tu sais qui représente aussi un set là-bas? CB, en référence à Chris Brown. Même Chris Brown représente un gang à LA, mais toi, en fait, t'as toujours été un gentil garçon et tu le dis toi-même. Good Kid, Mad City. Donc, en quelque sorte, toi, moi, là-dessus, c'est kiff-kiff. Ensuite, tu rappes toujours comme si tu étais sur le point de libérer les esclaves. Tu fais juste semblant d'être un activiste, c'est du faux. Tu retournes même pas dans ton quartier pour planter des arbres de billets. Des arbres de billets, Money Trees, c'est en référence encore une fois à Good Kid, Mad City. Quand tu vois la posture d'un Kendrick Lamar qui se donne un côté très Black Messiah, qui est le terme d'ailleurs que Drake reprend dans sa musique. Donc Drake en quelque sorte est en train de dire que Kendrick Lamar se prend trop au sérieux, mais en réalité il fait pas grand chose. Et justement Drake dit aussi que ce n'est pas le pro-black qu'il pense être. Pourquoi? Parce que voici ce qu'il dit. Tu es le messie noir qui épouse une reine métissée, tout comme lui d'ailleurs, parce que c'est sur cet angle-là que Kendrick l'a attaqué. Le fait que Drake ait une double culture et qu'il ait grandi dans une culture qui n'est pas la culture noire, entre guillemets, mais sa femme elle-même est métissée. Tu fricotes avec une blanche, en gros il dit Vanilla Cream dans le morceau, mais il fait référence à une blanche, pour aider à booster ta confiance en toi. Dans son dernier album, Mr. Morals and Big Stepper, il dit qu'il a couché avec une blanche ou des blanches, je sais plus exactement, mais je crois que c'est une blanche à Amsterdam pendant sa tournée, etc. Et donc Drake lui dit, mais finalement, tu fais comme moi, tu couches avec des blanches, avec des noirs et tout ce qu'il y a entre les deux. Il le dit justement dans le morceau. Le but de ce morceau, c'était de faire effet de miroir sur Kendrick Lamar. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il continue à se foutre de sa gueule et de son physique. Toutes les phases de Drake sur le physique de Kendrick Lamar sont rigolotes et légères. Overlooking, ça peut être négligé, mais en même temps, overlooking, ça veut dire que je regarde au-dessus. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que en réalité, Drake regardait droit, mais comme Kendrick Lamar est trop petit, et ben, il a l'impression que Drake le regarde de haut. C'est des petites phases comme ça que j'ai trouvé sympa. Ensuite, il dit
Donc Drake va jouer sur un effet miroir sur ce morceau, il va l'attaquer toujours sur sa taille et enfin il va faire quelques révélations. Alors la première révélation, ce serait que Dave Free, qui est donc le meilleur ami de Kendrick Lamar, cofondateur de PG Lang et aussi General Manager, hein, c'est le titre qu'il a dans la boîte, serait l'un des pères des enfants de Kendrick Lamar. Ce qui veut dire qu'il aurait couché avec la femme de Kendrick Lamar. Ce qui est une énorme révélation. Parce que si ton general manager est le baby daddy de ta baby mama, alors tout cela prend du sens pour moi. Pas pour moi, perso, ça n'a pas de sens pour moi. Je comprends pas pourquoi Kendrick Lamar serait toujours proche d'un Dave Free, et pourtant Kendrick Lamar est au courant que Dave Free a couché avec sa baby mama. Je comprends pas en fait. Je comprends pas. Non. Ensuite, dans la deuxième partie de Drill, il s'occupe de tout le monde autour de Kendrick Lamar, en plus de Kendrick. A$AP Rocky, Rick Ross, Metro Boomin, The Weeknd et bien sûr Kendrick Lamar. Alors, il a attaqué tout le monde, mais clairement, parmi toutes les personnes qu'il a attaquées dans ce morceau, celui qui a clairement pris un headshot, c'est Rocky. Bon, clairement, il a donné le bâton pour se faire battre. Et il poursuit en disant « Je ne savais même pas que tu rappais encore parce qu'il ne parle que de tes fringues encore. Tu devrais avoir un autre enfant avant de penser à sortir quoi que ce soit. Même quand tu sortiras quelque chose, ils vont dire que tu devrais retourner au mannequinat parce que c'est encore mid. » À la cadence qu'il a dit les choses, il a clairement tué Rocky. J'aime bien Rocky, mais il a raison, hein. Ça fait longtemps qu'il n'a pas sorti un album potable, le frérot. Enfin bref. Et pour finir, il dit sur Rocky « Tu fumes du Fenty, t'es là à demander d'être dans le premier projet, t'essaies de rentrer dans l'embrouille. » Alors Fenty, ça fait bien sûr référence à la marque de sa femme, mais aussi au fentanyl, une drogue dure très répandue aux US. Et lorsqu'il parle du premier projet, il fait référence au premier projet de Metro Boomin, donc We Don't Trust You. Et A$AP Rocky disait qu'il aurait voulu être plutôt dans ce projet-là plutôt que dans We Still Don't Trust You. Et ensuite, il dit « Demande à Fring si c'est une bonne idée la prochaine fois que vous faites des câlins au lit. » Alors là, ça fait mal. Fring, c'est Rihanna, en référence à Gustavo Fring. C'est le petit nom que Drake donnait à Rihanna à l'époque de leur relation. Ils mataient la série ensemble et c'est d'ailleurs Rihanna qui l'a fait découvrir à Drake. Et ensuite, il finit en disant « Elle te dira elle-même de laisser ce garçon tranquille », donc en référence à Drake, « avant que tu te fasses encore couper la tête. » Alors, quand il parle de se faire encore couper la tête, d'après Genius, il ferait référence à l'accident que A$AP Rocky a eu en trottinette électrique en 2019, ce qui serait à l'origine de la mode babouchka qu'il a lancé pour cacher ses blessures. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit exactement sur Future ? Alors, il n'attaque jamais vraiment Future violemment, même sur Push-Ups, comme s'il voulait laisser la porte ouverte à ce que les choses s'arrangent. C'est ma lecture. Et donc dans cette deuxième phrase, il prend donc Lil Wayne, alias Metro Boomin, pour responsable de leur embrouille. Ensuite, troisième partie de la vidéo. Alors là, on va parler du clip. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Lui et sa sécu Chubbs se rendent au restaurant New Hawking à Toronto. Le restaurant que Kendrick a cité dans son morceau Euphoria. On n'en a pas parlé plus tôt parce qu'il n'y avait pas de choses vraiment à décrypter. Quoique si, il y a des choses à dire dessus, mais voilà, on en parle maintenant. Dans le morceau Euphoria, il dit qu'il est à New Hawking, donc restaurant de Toronto. Il est en train de chiller, en train de manger dans le restaurant. En gros, il est en train de vivre sa meilleure vie là-bas. Donc en gros, personne ne va le toucher, même à Toronto. Il est à l'aise partout. D'ailleurs, en disant ça, le restaurant a explosé. Les gens ont mis des 5 étoiles, bref, le restaurant est célèbre. A new Kendrick Lamar diss record targeting Toronto's own Drake has one local Chinese restaurant caught in the middle, but in a good way. New Hawking on Spadina was mentioned in the song Euphoria, and now the owner says they have since been showered with 5-star reviews. Donc Drake, pour montrer que Toronto c'est vraiment sa ville, il va se rendre lui-même à New Hawking dans le clip. Donc Drake s'amuse avec sa chaîne G-Unit, pendant que le directeur du restaurant, enfin je crois que c'est le directeur du restaurant, s'amuse avec les chaînes de Pharrell Williams. Ce que ça me dit, c'est que Drake avait déjà enregistré le morceau, d'accord ? Et avec le clip, il répond à Euphoria. Et donc en guise de dessert, ils sortent 2 gâteaux, un qui s'appelle Happy Co-Parenting et un deuxième qui s'appelle Happy Divorce. Donc clairement, ce qu'il est en train de nous dire de façon indirecte, c'est que Kendrick Lamar, le bon père de famille, est désormais divorcé et qu'il vit seul à New York. Et ça, il va le dire un peu plus tard dans les lyrics. Musicalement, comment il commence ? Alors, il commence de manière hilarante, selon moi. Et ensuite, Drake dit tout de suite « Où est ton oncle ? J'aimerais parler à l'homme de la maison. » En fait,
c'est drôle, mais ça peut être mal pris par une certaine communauté. Moi, ça me fait un peu rire, vous m'excuserez, parce que j'ai trouvé ça drôle la manière dont il a amené les choses, mais c'est un peu une manière de provoquer Kendrick Lamar, encore une fois, sur sa famille et pas directement sur lui. En fait, si vous avez écouté Mr. Morals et Big Steppers, vous savez que Kendrick Lamar a parlé de son oncle trans, en fait. Il a une tante qui a transitionné. Il en a fait un morceau qui s'appelle Anti-Diaries. D'ailleurs, le morceau est bon. Et donc Drake, en fait, il dit qu'il veut parler à l'homme de la maison en parlant de son oncle. C'est clairement un shot, en quelque sorte, à Kendrick Lamar. Je m'arrêterai là, mais vous avez compris. Une autre phase très drôle. En fait, globalement, lorsque tu regardes les phases de Drake dans ses clashs, en particulier les clashs contre Kendrick Lamar, on sent qu'il a voulu être drôle, en quelque sorte, et qu'il a pris les choses un petit peu trop à la légère. Et justement, il y a cette autre phase que j'ai trouvé drôle et qui, pour le coup, était bien placée. C'est celle-ci. Alors pour ceux qui n'ont pas compris la phase, il fait référence au morceau Duckworth de Kendrick Lamar, dans lequel il raconte une anecdote qui a eu lieu dans les années 90 entre son père et Top Dog, l'ancien boss de son label. Top Dog était encore actif dans la rue, donc Top Dog c'est un gangster avec un vrai CV. Il prévoyait un deuxième braquage du KFC local où le père de Kendrick Lamar travaillait dans les années 90. Bien sûr les deux ne se connaissaient pas et en fait le père de Kendrick Lamar avait l'habitude de lui offrir un sandwich ici et là pour que Top Dog l'ait à la bonne, parce qu'il savait que Top Dog c'était quelqu'un d'un peu violent. Et en quelque sorte, le vol en question aurait pu entraîner la mort de Duckworth, le père de Kendrick Lamar, qui est aussi le deuxième prénom de Kendrick, mais sa générosité a empêché Top Dog de faire du mal à Duckworth. Donc plusieurs années plus tard, Top Dog aura mis la rue de côté, il ouvrira un label du nom de Top Dog Entertainment et il signera un gamin du nom de Kendrick Lamar qui n'est d'autre que le fils de ce fameux Ducky. Et donc, Drake insinue que lui et son père sont des victimes de Top Dog d'une certaine manière. Kendrick Lamar, Drop and Give Me 50 et Ducky qui allait se faire braquer au KFC. Et donc il utilise la référence de l'album Like Father Like Son de Lil Wayne pour rendre la punchline encore plus drôle et incisive. Alors tout à l'heure je t'ai parlé du manager de Kendrick Lamar. Eh bien, figure-toi que j'avais pas tort. Dans le morceau Family Matters, il cite à un moment donné ce fameux Anthony. Voici ce qu'il dit. Anthony a mis les gens en place et Kojo te facture le double pour rien. Kojo, c'est un producteur qui bosse depuis longtemps avec Kendrick Lamar et Anthony, ça peut être effectivement Top Dog, mais il l'appelle Top habituellement. Ou alors ça peut être ce fameux manager qui met en place les jeux. Donc ça peut confirmer ce que je t'ai dit plus tôt, comme quoi Drake en veut beaucoup aussi au manager de Kendrick Lamar qui justement a tout orchestré. Donc voilà, on a peut-être cet élément-là qui confirme mes propos. On verra par la suite quand on aura plus de détails. Et enfin, en termes de lyrics, il révèle la situation conjugale de Kendrick Lamar qui rentre encore dans cette idée de miroir dont je t'ai parlé un peu plus tôt. Pourquoi as-tu déménagé à New York? Est-ce que c'est parce que tu vis cette vie de célibataire? Tu as fait ta demande en mariage en 2015, mais tu ne veux vraiment pas en faire ta femme légitime. Je suppose que ce mariage n'aura pas lieu, n'est-ce pas? Parce que nous savons quelles sont les filles que tu aimes réellement. Kendrick Lamar n'est pas le bon père de famille qu'il voudrait nous laisser croire, en particulier dans Euphoria, où il dit à la fin du morceau qu'il discipline bien ses enfants, que c'est sa priorité. Et dans 6am in LA, il dit qu'il a une vie ennuyeuse, donc il nous laisse penser que c'est un père de famille qui fait des trucs de père de famille. Mais en réalité, ce que Drake veut nous dire ici, c'est qu'il n'est pas loin d'avoir le même style de vie que lui. Et enfin, grosse révélation. Alors, j'avais entendu ce truc ici et là, mais je me disais que Drake n'allait pas s'en servir parce que c'est encore trop une rumeur et même c'est vraiment là pour le coup se rouler dans la boue. Et pourtant, il l'a fait. Il dit que Kendrick Lamar aurait levé la main sur sa femme. Et pour moi, ce qui est le clou du spectacle dans ce clip, c'est lorsque Drake révèle qu'il est en possession de la bague de fiançailles de Whitney. Whitney, la femme donc de Kendrick Lamar. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit wow, quelle réponse. J'avoue que visuellement parlant, c'était très fort. Lyricalement parlant, ça l'était aussi, même si ça aurait pu aller un peu plus loin, à mon avis, on va en parler. Mais c'est une grosse réponse. Musicalement parlant, Family Matters est excellent. Drake ne peut pas s'empêcher de faire des bons sons avant tout. Vraiment, pour le coup, Family Matters, c'est un bon morceau. Et donc c'est pour ça qu'en termes de musicalité, je lui mettrais 5 sur 5. En termes de musicalité, Family Matters, c'est probablement le meilleur morceau, selon moi, du Clash, avec Push-Ups et Euphoria. Bon, ça se bagarre. Mais Family Matters, c'est la phase 2 du Clash, donc je le mettrai en numéro 1. Ensuite, pour ce qui est des punchlines, il a été plus virulent que sur la phase 1, sur Push-Ups, plus direct. Par contre, je pense qu'il aurait pu aller plus loin lorsqu'il a parlé du style de vie de Kendrick Lamar. En gros, il a décrit que c'était un célibataire. Il a dit, ouais, on sait quel genre de femme tu aimes. Il a parlé du fait qu'il était fiancé en 2015 et qu'aujourd'hui, ils sont séparés. Mais il aurait pu clairement dire à quel point c'était une merde dans cette situation-là, que c'est un menteur et nanana. Tu vois, il aurait pu aller plus loin. Il a juste questionné et
exposer des faits, mais il aurait pu être insultant dans ces faits-là. Et c'est ça qu'on demande dans un clash. C'est pour ça que je lui mets pas 5 sur 5 et que je lui mets 4 sur 5. C'est-à-dire que là où Drake s'est vraiment concentré, c'est sur les reveals, la situation de Kendrick, la bague, Death Free et tout ce qu'il a dit, exposé dans le morceau, il ne nous l'a pas prouvé. Et moi, à titre personnel, j'ai pas cru à Death Free direct. Dès que j'ai écouté le morceau, je me suis dit mais ça a pas de sens. Donc déjà ça n'a pas de sens. Ensuite la bague, il n'est pas en mesure de nous prouver que c'est réellement la bague de fiançailles de Whitney. C'est peut-être le cas, mais il y a eu cette histoire de la cover avec la facture, mais même ça, j'y crois pas. Je crois que c'est juste les fans de Kendrick Lamar qui ont... Parce que quand tu regardes, bref, ça colle pas. Donc il y a cette histoire de bague, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bague de Whitney. Ce serait la bague de Whitney, ça serait très fort. Le fait que Kendrick Lamar tape sa femme, il est obligé de sortir des receipts. Drake a dit beaucoup de choses dans ce morceau, et mis à part le fait qu'il soit désormais célibataire, il y a absolument rien en quoi je crois dans ce morceau. Donc, c'est pour ça que je lui mets un 2 sur 5. Donc, ça fait au total un score de 11 sur 15. 11 sur 15. Alors, ce clash, normalement, devait donner du fil à retordre à Kendrick Lamar. Pourtant, c'est à partir de là que ce dernier va réellement se révéler selon moi, et que c'est à partir de là où l'écart va réellement se creuser. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que le temps de drop est hyper important dans un clash. Eh bien, c'est justement ça qu'il nous a prouvé ici. Autant avec Euphoria, il a mis 3 semaines à répondre. Ok, il a préparé sa stratégie. Il sort Euphoria, le morceau est bon, il n'y a pas de souci. Mais 3 semaines, poteau, je suis obligé de t'enlever des points. Mais là, pour ce qui est du truc qui va sortir là, 15 minutes, les gars, 15 minutes après que Family Matters soit sorti, il sort sa deuxième diss track, et sa deuxième diss track est tellement chaude et tellement violente, on a vécu un moment incroyable, les gars, que le morceau va clairement pas overshadow, j'irais Family Matters, parce qu'en termes de score, le morceau, c'est à peu près kiff-kiff, mais c'est là où les jeux vont commencer à se dessiner. C'est à partir de là que, voilà, on commence à sentir que l'avantage pour Kendrick Lamar se dessine clairement. Et quand je dis ça, c'est pour moi aussi. Alors, écoutez bien ce que je veux dire, hein. Écoutez bien. Pour moi, le morceau Meet the Grams, c'est l'un des morceaux les plus vicieux, incisifs, les plus insultants que je n'ai jamais entendu. Il est clairement là dans le top 10, voire top 5. Je dirais top 5 et il est pas 5e. Alors ce morceau, clairement, c'est pas celui qui a le plus de replay value. Je pense que la plupart d'entre nous, on ne l'écoute plus. Mais sans ce morceau, tu vois, clairement Kendrick Lamar n'est pas sûr d'avoir l'avantage. C'est le morceau qui va faire le sale boulot dans ce clash. C'est le morceau qui va clairement démarquer Kendrick Lamar et qui va permettre à ce que Not Like Us soit ce qu'il est. Le morceau, c'est celui dont on parle moins aujourd'hui, qui n'est pas dans le top 10 des morceaux rap les plus streamés, mais sans la sortie stratégique de ce morceau et son contenu assassin, Kendrick Lamar n'est pas sûr de gagner ce clash. Alors c'est clairement pas une chanson, c'est un film d'horreur. Un film d'horreur que Kendrick Lamar nous dépeint avec sa plume. C'est quoi le concept du morceau? Donc, Kendrick Lamar va s'adresser au fils de Drake, à la mère de Drake, au père de Drake, à la fille cachée de Drake, et enfin à Aubrey lui-même. C'est horrible. Alors, pour ce qui est de Adonis, son fils, qu'est-ce qu'il a dit exactement? Ce passage m'a marqué. You're a good kid that need good leadership. Let me be your mentor since your daddy don't teach you shit. Never let a man piss on your leg, son. Either you die right there or pop that man in the head, son. Alors bon, au niveau des paroles, tu as compris, il s'adresse à Adonis comme si c'était un petit peu un fils qui avait besoin d'un mentor. Et il dit quelque chose d'assez particulier à un moment donné, c'est « Ne laisse personne te pisser sur la jambe et défends ton honneur » en gros. En fait, il fait référence à une anecdote de Drake en 2009-2010. C'était dans une salle de cinéma, quelque part comme ça, il y avait T.I. et l'un des partner de T.I. qui aujourd'hui est décédé, un mec un peu foufou, qui était complètement bourré et qui a fait pipi sur la jambe de Drake, et Drake n'a pas réagi. Donc il se sert de cette anecdote-là pour dire que Drake est non seulement un lâche et une mauviette, et il dit justement à son fils de ne pas faire la même chose que son père. D'ailleurs, Meek Mill s'en était servi de cette anecdote dans son morceau Wanna Know, mais il s'en était très mal servi d'ailleurs parce que c'était même pas dans les punchlines, c'était vraiment à la fin du morceau. Et ensuite, il s'adresse à Dennis, donc le père de Drake. Voici ce qu'il dit. Dear Dennis, you gave birth to a master manipulator. Even using you to prove who he is a huge favor. Donc il explique dans ce morceau-là que Drake se sert de son père pour lui donner une espèce de crédibilité auprès de la communauté afro-américaine, noire globalement. Il est présent dans plusieurs de ses clips et aussi dans la cover de More Life. Il faut savoir que son père était lui-même artiste et qu'il a contribué à la musique noire. Hein. Donc c'est aussi pour ça potentiellement que Drake s'en sert. Et j'y crois à ça. Je pense que Drake se sert un peu de ça parce qu'il a tellement d'attaques sur le fait qu'il soit métis, clairement, qu'il est obligé à un moment donné de se servir de ça en disant hey, écoutez, en fait je suis aussi comme vous. J'ai mon père qui est afro-américain et on est d'accord que je suis noir, non? Tu vois, c'est un peu ça, je pense. Donc voilà. Et c'est très dur d'ailleurs ce qu'il dit à son père. I'm blaming you for all his gambling addictions, psychopath intuition, the man
that like to play victim. You raised a horrible fucking person. The nerve of you, Dennis. Et qu'est-ce qu'il dit à sa maman? Alors perso, si je suis Drake, hein, je dirais à ma mère de ne surtout pas écouter ce passage. Sandra, sit down. What I'm about to say is heavy. Now listen. Your son's a sick man with sick thoughts. I think niggas like him should die. Him and Weinstein should get fucked up in a cell for the rest of their life. Donc clairement, dans ce passage, il évoque la paix. Donc il compare Drake et Weinstein. Alors déjà moi, à titre personnel, dans la musique, dans les clashs, c'est ma limite. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive dans cette zone-là, je suis vraiment dégoûté lorsque j'écoute la musique. D'accord, ça me dégoûte. Et c'est quelque chose avec lequel je ne rigole pas, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, il n'y a rien de nouveau. Mais là, dans le cas de Drake, en fait, Kendrick s'est servi de ça parce qu'il devait gagner. Il sait qu'il pouvait jouer là-dessus, étant donné qu'il produit une série qui s'appelle Euphoria, et qu'il y a eu plusieurs anecdotes qui peuvent être un petit peu questionnables, jusqu'à ce que les personnes en question, donc les filles elles-mêmes, prennent la parole, d'accord? Donc, et lorsqu'elles ont pris la parole, elles ont dit qu'il n'y avait absolument aucun problème et qu'il n'y a absolument rien entre elle et Drake et que c'était de très bonnes anecdotes qu'elles ont avec lui. Mais, de toute façon, le mal est fait. À partir du moment, dans la carrière d'un artiste qui a ce qualificatif pour te désigner, que ce soit vrai ou faux, ta carrière en prend un coup. Et Kendrick Lamar en avait conscience et il en a énormément joué, étant donné qu'il avait des éléments qui pouvaient lui permettre de jouer là-dessus. Donc c'est clairement assassin ce qu'il a fait. Et quand tu te retrouves dans cette position-là et que tu as la moitié d'Internet, si ce n'est plus, qui est contre toi, eh ben, il y a de grandes chances que tu sois mis dans une position défensive parce que toi-même, t'es un peu sorti du clash en disant « mais c'est faux, c'est faux, c'est faux ». Et c'est un petit peu ce que Drake a fait après. On va y revenir. Donc Drake ne l'est pas, c'est démenti, etc. Mais le mal est fait, sa carrière a été touchée. Son ego a été touché. Et ensuite, il s'adresse à cette fameuse fille cachée. Dear baby girl, I'm sorry that your father not active inside your world. He don't commit to much, but it's music, yeah, that's for sure. He a narcissist, misogynist, living inside his songs. Alors, cette fameuse fille cachée, je sais plus trop quoi penser. J'y ai pas cru, puis j'y ai cru, puis je sais plus trop. Alors, Drake aurait mis une photo de cette petite fille dans son clip Family Matters à un moment donné, je vous montre. Donc, ce serait un moyen pour lui de dire que c'est complètement faux. Mais est-ce que c'est réellement faux? Malgré tout, je ne sais pas, parce que c'est vrai, j'ai entendu, je crois, Charlemagne Dagod le dire sur les réseaux, et c'est totalement vrai. Si tu veux piéger quelqu'un comme ça, tu filmes tout ce moment-là, tout ce passage-là, le moment où tu es en train de te foutre de la gueule de la personne qui te clash, et ensuite, une fois qu'il sort son morceau où il dit que t'es une fille, toi tu montres à quel point tu t'es foutu de sa gueule dans une vidéo. Il a dit ça, j'ai trouvé ça hyper pertinent. Donc peut-être que Drake a vraiment une fille dans ce cas précis, mais dans tous les cas, comme je vous ai dit un peu plus tôt, je sais pas si je l'ai dit, mais je le dis là, les deux ont mytho sur beaucoup de choses, et en fait j'ai décidé que la partie véracité serait jamais très élevée dans ce clash, parce que les deux sont des gros mythos, et je l'ai un petit peu mis de côté. J'ai un peu mis cet argument-là de côté, mais c'est un clash, j'ai quand même mis dans mes notes, mais je sais que ça va jamais monter au-dessus de 3. Dans tous les cas, le morceau est très fort, même si c'est du mytho. Et ensuite, il s'adresse à Drake lui-même. Take that mask off. I wanna see what's under them achievements. Why believe you? You never gave us nothing to believe in. Moi, c'est vraiment le passage où il dit « Tu mens, tu as menti, tu as menti, tu as menti. » Cause you lied about religious views. You lied about your surgery. You lied about your accent and your past tense. All is perjury. You lied about your ghostwriters. You lied about your crew members. Donc tu sens qu'il est très incisif, chose que tu n'as pas dans Family Matters. Dans Family Matters, il fait juste d'exposer des faits. Tu es un bachelor, tu vis à New York, tu ne vis plus avec ta femme. Il aurait dû lui dire « Tu es une mauvaise personne, tu as trompé ta femme plusieurs reprises, tu nous mens, tu es un messie, tu n'es pas fidèle à ce que tu dis dans les morceaux, tu mens aux gens pour avoir cette crédibilité et cette réputation de rappeur conscient, mais moi je sais que c'est faux, tu vois. » Il n'a pas été dans cette direction-là, il a juste exposé des faits. Kendrick, lui, il est clairement en train de l'attaquer sur son style de vie et sur qui il est. C'est beaucoup plus incisif. Clairement, à partir de ce morceau-là, timing de sortie plus clash en lui-même, les jeux sont faits. 5 sur 5 niveau musicalité, et je vais vous dire pourquoi. Pas parce que le morceau est dansant, mais plutôt parce que le morceau est très bien réalisé. Comme je vous ai dit, on est dans un film d'horreur. On sait que Kendrick Lamar est en train d'écrire une lettre et s'adresser à toute la famille. Il joue énormément sur les dictions, sur comment il s'adresse à tout le monde. On est dans un univers qui nous met mal à l'aise, et c'est clairement ce qu'il a voulu faire. Nous mettre mal à l'aise, nous faire du mal. Tu écoutes le morceau, ça te fait souffrir de l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment très bien exécuté musicalement. Ensuite, 5 sur 5 en termes de punchline. C'est clairement le clash le plus agressif de tout cet affrontement. Et enfin, je mettrai 2 sur 5 pour la véracité. Comme je l'ai dit plus tôt, ma note sur la véracité ne va pas monter très haut. Ça lui fait un total de 12 sur 15. Donc à partir de là, Drake va répondre directement sur Instagram avec une story en disant « Non, attendez, est-ce que quelqu'un peut aller chercher ma fille, s'il vous plaît, et me la porter ?» Ces gars-là sont en ruine. En gros, ils sont tuba. Donc clairement, à partir de là, l'écart s'est creusé
pesé en faveur du rappeur de Compton et l'ambiance était froide et sombre avec son morceau. Derrière, il enchaîne en sortant un autre morceau qui cette fois-ci va réchauffer l'atmosphère et l'illuminer avec Not Like Us. Donc là, clairement, on est sur un morceau avec une vibe clairement West Coast, en particulier Bay Area, tu vois. Et c'est pas un hasard, à mon avis, qu'il ait choisi de faire un hit Bay, parce que il y a Tupac dans tout ça. Il a évoqué Tupac à plusieurs reprises dans ses clashs. Et Drake a la fameuse bague à $1 million de Tupac. Donc, à mon avis, ça a beaucoup joué dans le processus créatif de Kendrick Lamar. Et très clairement, le morceau est un banger. Alors attention, le morceau est très incisif, toujours. C'est juste qu'on passe au-dessus, étant donné que le morceau est très dansant. Et à mon avis, les diss tracks vraiment dansantes comme ça, c'est les pires. J'en avais parlé avec Drake lorsqu'il a sorti Back to Back. C'est exactement la même chose avec ce morceau. D'ailleurs, Tupac avec Hit 'Em Up, c'est aussi un morceau club. C'est les pires ces morceaux-là, parce que tout le monde va danser sur ton cadavre en fait. Alors pour ce qui est des phases tranchantes, il y a notamment celle-ci sur la P. Et justement, ce qu'il a réussi à faire de fort sur ce morceau, et c'est exactement ce qu'il a fait sur Euphoria notamment, c'est qu'il va pas en faire une guerre en mode lui contre Drake. C'est la culture contre Drake. Sur le premier morceau Euphoria, ça a vraiment été la communauté noire, les femmes noires contre Drake. Ok, et sur ce morceau, ça va être vraiment la West Coast contre Drake. Non, à bien y réfléchir, c'est la West Coast contre Drake, mais c'est toujours la culture, la communauté noire en réalité, parce que le terme culture, c'est ça que ça veut dire, hein. C'est les gens qui sont dans la culture hip-hop et en particulier la communauté noire en réalité. Il va dire ceci. You caught Future when you didn't see the club. Hey, what? Little baby help you get your lingo up. What? 21 get your first street cred. Thug makes you feel like you a slime in your head. Hey, what? Quavo said you can be from Northside. What? 2 Chainz say you good, but he lied. You run to Atlanta when you need a few dollars. No, you're not a colleague, you a fucking colonizer. En disant ceci, il a réussi à catalyser les raisons pour lesquelles les gens détestent Drake. D'après eux, ce serait un colonisateur. En gros, il exploiterait la musique d'Atlanta pour rester relevant. Et il se déguiserait en rappeur pour être populaire et aimé de la part du public hip-hop. Alors, passons à la note rapidement. 5 sur 5 niveau musicalité. Le mec a ressuscité le sound de la Bay et il a même fait appel à DJ Mustard pour ça. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu un hit d'ailleurs. Donc le morceau niveau musicalité incroyable, donc 5 sur 5. Ensuite, au niveau des punchlines, il est très incisif, très dansant et très drôle aussi. Je l'ai pas trop dit, j'ai pas relevé toutes les phases, mais je te laisse aller l'écouter. Il est vraiment très violent. Ce morceau absolument tout, hein. Donc c'est 5 sur 5 aussi. Et enfin, pour ce qui est de la vérité, je lui mettrais 4 sur 5 parce que tu peux attaquer un artiste comme ça, même si t'as pas toujours les preuves, mais il a pas dit que c'était une balance, par exemple, chose qu'il a faite sur Euphoria, il a pas été en mesure de le prouver. Il a pas parlé de la fille, il a dit effectivement que c'était un P, mais bon, c'est une punchline quoi. Il a pas élaboré là-dessus comme il a élaboré sur le morceau d'avant, donc c'est pour ça aussi que je lui mets pas un 5 sur 5. Il a pas fait de gros reveal, il a juste réellement attaqué Drake sur des faits. Le fait qu'il aille beaucoup à Atlanta, etc. Après, est-ce que c'est un colonisateur? On va en parler là. Je pense que c'est faux. Bon, disclaimer. Donc voilà. Donc le score final, c'est 14 sur 15. Le score le plus élevé, hein. Alors Not Like Us, c'est son premier morceau solo qui débute à la première place du top 100 des Billboards. Et c'est son deuxième morceau solo à devenir numéro 1 depuis Humble. Par contre, Drake en a 5, hein, des morceaux numéro 1 en solo. Je te compte même pas des morceaux où il est en featuring, hein. God's Plans, In My Feelings, Nice for What, Tootsie Slide et What's Next. Voilà, je le dis comme ça, je le pose ça là. Et c'est pas des clashs, hein. Il a pas besoin de ça, lui. Alors je dirais quand même que ce morceau Not Like Us c'est en quelque sorte une collaboration puisque c'est un clash avec Drake et Drake c'est le rappeur numéro 1, je le tiens quand même à le dire. Mais voilà, il faut dire que le succès du morceau définit si Kendrick Lamar a réellement gagné. Bon, je pense qu'il avait déjà gagné dans la phase d'avant, mais là c'est vraiment confirmé. Et donc le jour d'après, Drake sort le morceau The Heart Part 6. Alors The Heart Part 6, vous avez compris, c'est une manière un petit peu pour lui de court-circuiter le concept de Kendrick Lamar, parce qu'avant de sortir son album, il sort toujours un morceau qui s'appelle The Heart Part Something. Là on avait The Heart Part 5, qui était excellent d'ailleurs, je crois que je l'ai déjà dit, hein, mais il est vraiment excellent ce morceau. Donc Drake, en quelque sorte, le court-circuite avec The Heart Part 6. Alors le morceau en lui-même, qu'est-ce que j'en pense? Objectivement parlant, l'instru est très lourde, c'est typiquement le genre de prod que j'apprécie de Drake, c'est typiquement le genre de morceau où en général,
général, voilà, il va pas faire de refrain, il va rapper tout au long. C'est le genre de morceau que tu écoutes la nuit, en train de conduire, enfin voilà. Par contre, au niveau des paroles, il ne fait que de se justifier. En fait, l'attaque de P a été tellement forte, il a été obligé d'aller sur la défensive pour répondre à tout ça en disant que c'est faux, que voilà. Et donc, cette position-là a fait qu'il n'a pas été incisif, qu'il n'a pas été dans l'attaque. Et on sent aussi globalement que sur le morceau, il est exténué. Il sent qu'Internet est contre lui. Une grande partie du public l'est aussi. Le succès de Kendrick Lamar est évident. Et avec tous ces éléments-là, ce morceau-là va devenir le morceau où il fera le plus d'erreurs. Alors déjà, il y a le fait de passer en mode défense. Donc ça, à mon avis, ça a été une grosse erreur. Et la deuxième grosse erreur, c'est sur le morceau Mother I Sober. Ce morceau Mother I Sober est sorti dans l'album de Kendrick Lamar, Mr. Morals and Big Steppers. En fait, dans ce morceau-là, Kendrick explique que sa mère avait peur qu'il se soit fait toucher par un adulte parce qu'elle-même avait vécu ça. Et donc, il parle de ça, bon, c'est un morceau très profond. Et en fait, Drake a insinué que Kendrick Lamar aurait été victime de ça. Et donc ça a été une erreur parce que c'est pas du tout le cas, donc il vise juste à côté. En plus d'être passé sur la défensive, c'est une grosse erreur. Et d'ailleurs, lorsque tu l'entends à la fin du morceau, il dit « Ah, ça a été un bon exercice, etc. Bon, maintenant je vais en vacances. » En gros, il dit que c'est terminé. À partir de là, on se dit que potentiellement, on n'aura plus de morceaux de la part de Drake et Kendrick Lamar ne va pas en rajouter une couche, il a déjà gagné. Donc en termes de notes, qu'est-ce que je dirais? 3 sur 5 en termes de musicalité, bon flow, bon instru, ok? Donc 3 sur 5. Ensuite, pour ce qui est des punchlines, je mettrais 1 sur 5. Aucune punchline incisive, il est pas du tout en mode attaque, il est juste en train de se justifier. Tout ce que j'ai dit dans mon morceau sont des faits. En fait, il se met dans la position de Jay-Z contre Nas. En fait, ce que les gens qui n'ont pas suivi le clash Jay-Z et Nas ne savent pas, c'est que Nas a remporté clairement le clash, mais Jay-Z a sorti beaucoup plus de facts dans son morceau. Et donc, en fait, il se met dans une position Jay-Z-esque en disant « Hey, peut-être que vous dites qu'il a gagné, mais tout ce que j'ai dit dans le morceau, c'est vrai. » Et en gros, c'est cette position qu'il a prise. Mais faut-il encore le prouver, Aubry? Il faut le prouver, là. Mais enfin, bref. Et ensuite, en termes de véracité, je dirais 3 sur 5. Et je suis gentil. Parce qu'à un moment donné, justement, dans le morceau, il dit qu'il a piégé Kendrick Lamar, mais il n'est pas en mesure de le prouver. D'accord? Donc, c'est compliqué. Et ensuite, il n'y a pas eu de gros reveal. Donc voilà, je mettrai 3. Donc, au total, ça lui fait une note de 7 sur 15. Donc, si on fait le total, Kendrick Lamar s'en sort avec une note de 37 sur 45. Et Drake a une note de 31 sur 45. Donc, c'est évident, Kendrick Lamar a remporté ce duel. Par contre, chose quand même qu'il faut noter. On dit Drake vs Kendrick Lamar. Mais en réalité, c'était Drake vs 8 autres négros. Et pendant ce clash, clairement, Metro Boomin était là. DJ Mustard aussi, il faut le rajouter. Il a clairement réussi à faire quelque chose d'incroyable. Et ça, je le dis même en étant objectif. J'aime beaucoup Drake, vous le savez, mais j'aime aussi beaucoup Kendrick Lamar. Il faut le dire clairement, ce que Drake a réussi à faire là, c'est une dinguerie. Hein. Il s'est clairement fight avec 8-9 gars. Il a éteint A$AP Rocky. Clairement, à partir de là, il s'est plus parler. The Weeknd qui a essayé de parler là, qui a fait 2-3 phases, il a fumé sur Family Matters. Rick Ross, il l'a fumé aussi. Metro Boomin, shut your ass up and make some drums. Il l'a fumé aussi. Clairement, il a fumé au moins 5-6 gars. Et il y a juste, en fait, Kendrick Lamar qui était là, le boss des boss, en fait, qu'il n'a pas réussi à fumer. Mais ce qu'il a réussi à faire, c'est incroyable. Et c'est pas pour rien que les gens disent que c'est le meilleur clash de toute l'histoire. C'est parce que, en termes de performance, ce que les deux nous ont proposé ici a été incroyable. Drake, au point de vue de l'exploit qu'il a réussi à faire, c'est-à-dire tabasser au moins 7-8 gars et se faire fumer à la fin par le dernier, et pas des moindres, hein, on parle de Kendrick Lamar. Et de l'autre côté, Kendrick Lamar a été le plus stratégique, le plus fin des deux. Clairement. Là-dessus, Kendrick Lamar, ça a été incroyable. Et en plus, la manière dont il a fait les choses, Kendrick, c'est assez ouf, parce qu'il a fumé Drake et il a disparu. Alors, déjà, première chose, de base, je suis vraiment plus un fan de Kendrick Lamar. J'adore TD, J-Rock, Ab-Soul, Schoolboy Q, lui. Vraiment, ces 4-là, je les ai saignés. Et l'un de mes rêves, ce serait d'avoir un album Black Hippie. Je pense pas que ça va arriver, mais voilà, c'est un rêve, hein, comme je le dis, c'est un rêve. Alors, la chose qui me dérange avec Kendrick Lamar, c'est son côté un petit peu trop Black Messiah, on va dire ça comme ça. En fait, Kendrick Lamar s'est mis en lévitation sur le game quand Drake, lui, est resté dans la masse, avec tous les artistes en fait. Alors déjà, il sort assez peu de musique. Effectivement, on peut dire que c'est par rapport à Top Dog, etc., les problèmes qu'il avait avec son label. Donc ça lui a demandé beaucoup de temps avant de revenir, d'accord? Mais en dehors de ça, depuis qu'il a fait son comeback il y a 2 ans avec Pidgey Lang, on a assez peu de musique. On connaît très peu Pidgey Lang, en fait. Et d'ailleurs, dans Pidgey Lang, il y a qui? Il y a Baby Kim, très bien. Les autres artistes, je les connais pas. Kendrick Lamar s'est mis très peu à côté de nouveaux artistes. Citez-moi un artiste que Kendrick Lamar nous a fait découvrir depuis qu'il est là. Personne. Et pourtant, c'est l'un des artistes qui
qui est au top du game. À mon avis, c'est un artiste qui devrait normalement faire avancer cette culture, produire plus d'artistes, les mettre en avant, faire des featuring avec eux. Chose que Drake a faite. Vous pourrez dire Culture Vulture, etc. Mais lorsqu'il bosse avec Quality Control, P et Coach K, ces gars-là, ils savent très bien qu'ils font du business avec Drake et ils savent très bien que ça va leur bénéficier. Drake va leur donner l'exposition, et l'exposition pas que de leurs gros artistes, des artistes en développement. City Girls, Lil Baby, quand il venait à peine de péter, tous ces artistes-là, Drake va collaborer avec eux. Lil Yachty, il collabore aussi avec lui. Ok, il lui apporte quelque chose, etc. Mais Lil Yachty n'a jamais eu autant de succès qu'avec Drake, d'accord? Et je te passe des autres artistes. Tous les nouveaux artistes qui pètent un petit peu savent que Drake va les contacter à un moment donné. Alors bien sûr, lui, il va bénéficier de ça parce qu'il va bénéficier de la fraîcheur de l'artiste, du côté cool, etc. Mais derrière, il leur donne un hit. Parce qu'en plus de ça, les deux vont bosser ensemble sur un morceau. Et ça, je trouve ça intéressant que l'artiste le plus big du game fasse ce truc-là, d'aller collaborer avec les jeunes artistes pour faire de nouveaux hits. Alors, Kendrick Lamar va faire un album qui est véritablement un chef-d'œuvre. Boum, il va te faire Dame, il va te faire Two People Butterfly, etc. Mais il va assez peu collaborer avec de nouveaux artistes. Et si tous les artistes au top du game aux US étaient comme ça, croyez-moi que la culture serait beaucoup moins populaire. Il faut savoir que Drake a aussi une popularité internationale beaucoup plus grande que Kendrick Lamar. Vraiment, en termes de chiffres, c'est une dinguerie. Et justement, ça ne l'empêche pas de se mettre à côté d'une Sexy Red, de faire des sons avec elle, d'être figurant, etc. Alors, est-ce qu'il gagne de l'argent dessus? C'est certain. Mais pourquoi, justement, les plus gros artistes du game ne font pas la même chose? Donc, Kendrick Lamar, pourquoi il se met pas à côté des nouveaux artistes? Et J. Cole l'a compris, ça. Alors, J. Cole était un petit peu comme Kendrick Lamar, voire même pire, parce qu'il faisait plus du tout de featuring pendant une période. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il se met avec les jeunes artistes, les artistes de la street, Lil Durk, 21 Savage, tous ces artistes-là, ils se mélangent. Et j'aime ça en fait avec Drake, le fait qu'il se mélange avec les jeunes artistes et qu'il crée avec eux, et ça donne de gros succès pour lui et pour eux. Et c'est pour ça que l'angle colonisateur de la culture me plaît pas beaucoup, parce que justement, c'est à mon avis l'un des artistes au top de sa carrière qui a fait le plus avancer le mouvement avec un Kanye West. Parce que oui, Kanye West, c'est un chef d'orchestre et il ramène tous les artistes dans ses morceaux, et l'un des artistes les plus influents. Mais c'est pas pour autant qu'il a inventé tous les sounds. Bref, voilà ce que je pense de tout ça. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager un maximum cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et soyez posés, hein. Je vois les gens, ils sont trop investis dans Drake ou Kendrick Lamar. Quoique non, soyez pas posés. Dites les choses comme vous les ressentez. Moi, ça me fait rire, perso. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires, lâchez-vous. N'oubliez pas de liker et de partager un maximum. C'est une vidéo qui nous a demandé énormément de travail. Donc, votre soutien est très important. Je me baladerai dans les commentaires pour liker ici et là les commentaires que je trouve les plus pertinents. Et pour finir, n'oubliez pas, Oli, excellente alternative pour les personnes qui veulent arrêter les sodas. Testez. Il y a un code de réduction, Iconic Mag 5, d'accord? Il apparaît sur l'écran. Allez vous faire plaisir. Et même pour les personnes qui vont à la salle, qui ont besoin d'être hydratées et d'avoir l'énergie pendant la séance, allez-y, c'est aussi pour vous. Il y a plein de saveurs. Faites-vous plaisir. Le lien est dans la description et sur le premier commentaire. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. On se dit à très vite. Cheers!